Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 février 2017. Le titre du jour est « Fin de semaine dans le calme ?» point d'interrogation. En effet, aujourd'hui, nous avons un calendrier économique absolument vide, ou presque. Parallèlement à ça, sur les indices américains, nous avons connu, notamment sur le S&P 500 et le Dow Jones, 4 hausses consécutives cette semaine. Donc, il ne serait pas illégitime que cette dernière séance de la semaine soit une petite séance de consolidation, de latéralisation, de possibles prises de bénéfices. En tous les cas, l'option d'un retournement violent à la baisse pour l'instant est repoussée au calenque grec puisque aucun support n'a cassé. Donc, nous avons des indices américains qui sont susceptibles de consolider. Nous avons un DAX qui revient tester les 11 900 points qu'il avait cassés en début de semaine. Nous avons un CAC qui est toujours un petit peu sous-performant sous les 4 900 points. Il n'y a pas une forte volatilité ce matin. Ce sont toujours les publications d'entreprises qui rythment les échanges. Sur les matières premières, on assiste à une accélération de l'or au-dessus des 1250 $. On a un pétrole qui se cherche toujours. On a la fève de cacao qui a rebondi sur support. Sur le Forex, le dollar est toujours un petit peu sous pression, permettant à l'euro, au NZD, à l'AUD de se reprendre comme nous l'avions éventualisé ces dernières séances. Donc voilà, fin de semaine dans le calme potentiellement, peu de volatilité à attendre, pas de catalyseur particulier, pas de statistiques. On suivra quand même peut-être les publications de résultats aux États-Unis, mais il se pourrait qu'on assiste à une fin de semaine plutôt tranquille. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Concernant donc cette émission, comme d'habitude, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dès maintenant. J'y répondrai au fur et à mesure de cette émission. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones a inscrit un nouveau record historique en clôture à 20 810 points. Il enchaîne ainsi une série de 10 séances de hausse d'affilée. Et ça, c'est un record qui datait de 1987. Vous vous rendez compte ? Alors que les indices américains sont sur des niveaux de valorisation extrêmes, alors que les indices américains sont sur une vague haussière dantesque, alors qu'ils sont sur des nouveaux plus hauts historiques, ils se permettent de grimper 10 séances d'affilée. Ça montre bien la puissance du courant acheteur, extrêmement forte, soutenu par des bons résultats d'entreprise, des fondamentaux qui se retournent aux États-Unis et des perspectives pour les États-Unis de croissance, d'inflation, de grands travaux, de déréglementation, etc. Et c'est ça que jouent les marchés. Les médias auront beau titrer que Trump fait peur, que Trump peut déstabiliser la planète finance, etc. Ça, c'est du bruit médiatique, comme je l'appelle. Tous les jours, j'entends dire que Trump va faire dérailler la finance et que Marine Le Pen fera de même. Et tous les jours, je vois le Dow Jones inscrire de nouveaux records. Donc parfois, mieux vaut peut-être éteindre la télé et suivre nos graphiques factuellement. Puisque les indices américains continuent de grimper, les indices européens restent soutenus, mais le DAX consolide quand même un petit peu ce matin à l'ouverture puisque nous avons des préouvertures en baisse sur les marchés futurs aux États-Unis. Donc on est monté jusque 12 000 points sur le DAX cette semaine, on consolide un petit peu dessous et on revient tester en fait l'ancienne résistance, les anciens plus hauts annuels qu'on a testé début janvier à 11 900 points, on revient la tester. Alors, si on casse ce support, qu'on accélère dessous, qu'il y ait une cassure franche en cours de clôture hebdomadaire, ce serait pas très beau et ça voudrait dire qu'on pourrait passer d'une respiration à une consolidation un peu profonde. Mais en l'état, c'est un retour sur support dans une tendance toujours haussière. Le seul indice qui peine un petit peu et qui reste coincé dans son range, c'est le CAC 40. Il consolide sous les 4 900 points ce matin. Il est toujours sous-performant par rapport au DAX. Vous voyez dans la presse, notamment anglaise,
des articles qui n'arrêtent pas de dire que Le Pen pourrait gagner, que la zone euro pourrait être impactée, etc., etc. Ça pèse sur le CAC, ça tire le 10 ans français à la hausse, ça pèse sur l'euro-dollar, mais c'est quelque chose qui soutient le DAX parce qu'on a des opérateurs, des fonds d'investissement qui sortent du CAC pour aller sur le DAX. Et donc vous avez un indice qui sous-performe et l'autre qui surperforme, et ça crée un écart de performance entre les deux. Donc voilà, comme depuis le début de la semaine, je vous le répète, les indices US sont très très forts, le DAX est fort et le CAC est moins fort. Donc en fonction de votre stratégie, n'oubliez pas de choisir votre bon indice. Le VIX, l'indice de la volatilité, qui est également surnommé l'indice de la peur, a gagné 11,4% depuis le 15 février, donc en l'espace de 7-8 séances. Une hausse de 11% du VIX alors qu'il est à 13 points, c'est rien du tout, d'accord ? C'est pas de la peur, c'est pas un décalage, c'est rien, c'est du bruit. Quand le marché baisse aux États-Unis, que les opérateurs ont peur et que le VIX décale, c'est 20, 30, 50% en quelques heures ou en une séance. C'est pas 11% en l'espace de 6 jours. Simplement, que caractérise cette hausse rampante du VIX de ces derniers jours ? Eh bien, cela signifie qu'on a de plus en plus d'opérateurs qui se couvrent sur le marché option d'une possible baisse des indices. Donc en fait, plus la hausse perdure, plus les investisseurs se couvrent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà pour les indices, on est toujours globalement dans un scénario fortement haussier à moyen terme, et ensuite ça dépend de chaque indice et de sa macro à court terme. Les US ça reste très fortement haussier, le DAX, on travaille une zone, les 11 900 points qui est clé, le CAC c'est neutre avec un petit biais négatif. Les matières premières. Sur les matières premières, vous noterez un nouveau record annuel pour l'or qui a cassé les 1245 hier, qui accélère à 1255 aujourd'hui. L'or, c'est une des plus belles tendances haussières en place depuis le début de l'année puisqu'on est sur une 7e semaine consécutive de hausse. Et ce, alors que les indices montent. Et ce, alors que le dollar s'est un peu stabilisé depuis une semaine. Donc, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais ? J'étais sur l'or, oui. Et effectivement, je vous expliquais que l'or est dans une sacrée tendance haussière et que c'est particulier de voir l'or autant monter en même temps que les indices. À vous dire vrai, je ne l'explique pas forcément. Mais peut-être tout simplement que les opérateurs se diversifient. En achetant de l'or et se protègent d'une éventuelle baisse des indices, car vous savez que généralement quand les indices baissent, ça profite à l'or. Donc peut-être que de la même manière que certains investisseurs se placent sur le marché options et font grimper le VIX, eh bien certains font grimper l'or parce qu'ils se protègent d'un éventuel retournement indiciel. Donc l'or est dans un canal haussier depuis 7 semaines, vous pouvez aisément le tracer, tant qu'on est dedans, les acheteurs ont la main, et ce jusque nouvel ordre. L'indécision perdure sur le pétrole WTI qui est scotché aux 54 $. Il a tenté de les dépasser mardi, puis il est passé dessous mercredi, puis il est repassé au-dessus hier, et aujourd'hui on est toujours autour. Donc le WTI, vous l'aurez compris, je vous l'ai expliqué toute la semaine il y a eu de l'actualité. Un jour il monte et puis le ministre de l'énergie iranien dit « Attention, si on monte à 60 $, la production va reprendre dans les pays producteurs et ça fera pression sur les prix. » Donc ce jour-là, on a baissé. Et puis le lendemain, vous avez ExxonMobil, une des plus grandes sociétés pétrolières du monde, qui dit « Ah oui, mais moi, mes réserves, là, elles ont baissé de 25%. » C'était la plus forte baisse d'une major pétrolière de ces 10 dernières années. Donc ça a soutenu les cours du pétrole. Et puis hier, vous aviez les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole qui sont ressortis à 0,6 millions de barils alors qu'on attendait 3,4 millions de barils. Donc les stocks sont ressortis inférieurs aux attentes et ça a soutenu les cours du pétrole. Donc voilà, tous les jours, une bonne news, une mauvaise news qui fait que le pétrole est complètement neutre et n'arrive pas à décaler. On attendra donc soit une cassure des plus bas de la semaine à 53 $, soit une cassure des plus hauts de la semaine à 54,60 $ pour donner le tempo pour la suite. La fève de cacao gagne 1,8% depuis le test de son support à 1970 $. Souvenez-vous, la fève de cacao était en forte tendance baissière, elle avait cassé tous ses supports, puis elle a commencé à se reprendre la semaine dernière. Elle a réussi à reprendre le seuil des 1970 $ et je vous avais dit dans un papier sur le site de CMC Markets que tant qu'on était au-dessus des 1000...
$970, on pouvait rebondir. Si on repassait dessous, les vendeurs reprenaient la main. Eh bien, on est revenu se caler sur les $1970 ces dernières séances et on a fini par rebondir hier et on a regagné 1,8%. Donc, les acheteurs gardent la main sur la fève de cacao au-dessus des $1970 et ce, jusqu'à nouvel ordre. Seule une cassure de ce seuil invaliderait les perspectives de rebond. Et puis pour finir, l'euro poursuit son rebond initié sur le support évoqué à 1,05. En effet, mercredi matin, je vous en avais parlé dans la matinale, j'en avais également parlé sur BFM, j'avais expliqué que le CAC 40 était bloqué sous les 4930 points qui étaient ses plus hauts annuels, qu'il allait avoir du mal à casser. Et je vous ai expliqué aussi que l'euro-dollar arrivait sur un seuil clé des 1,05 qui avait été particulièrement travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et voilà, comme d'habitude, alors que sur BFM on me disait oui Nicolas, on est en tendance baissière sur l'euro, est-ce qu'il va accélérer ou pas? J'avais dit attention, 1,05 est un seuil clé. On a tenu les 1,05 avant-hier, on a perduré dans le rebond hier, on a encore perduré dans le rebond aujourd'hui. Petit bémol néanmoins, ça fait 3 séances que l'on remonte, on arrive dans la zone des 1,06, 1,0620, ce ne sera pas forcément évident d'aller beaucoup plus haut, d'autant plus qu'on a une absence de statistiques ce jour. Donc gardez en tête tout de même que c'est un rebond technique de court terme dans une tendance baissière de moyen terme. Côté actualité macroéconomique, Morgan Stanley donc a publié une annonce et selon son modèle prévisionniste, eh bien, la probabilité de victoire de Marine Le Pen au second tour est de seulement 15%. Donc typiquement, ça c'est une étude qui va aux clients de Morgan Stanley et qui leur explique qu'en gros la probabilité de voir Le Pen gagner est très faible et donc il ne faut peut-être pas se faire si peur que ça sur les actions françaises. C'est bien que Morgan Stanley publie cela parce que depuis 3 jours, j'ai jamais autant lu d'analyses sur le fait que Marine Le Pen pourrait être présidente et que la France pourrait quitter la zone euro. J'ai plutôt l'impression que les journalistes ont envie de faire du sensationnalisme plutôt que de nous informer clairement sur les probabilités réelles de la suite. Donc faites attention aux médias en ce moment. Fitch, l'agence de notation, prévient qu'un risque de debt ceiling, c'est-à-dire le plafond de la dette, est à nouveau possible aux États-Unis et qu'il serait indispensable de faire voter par le Sénat à partir du 15 mars une mesure exceptionnelle pour le rehausser afin de pouvoir rembourser les échéances obligataires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, cela veut dire que le problème de la dette américaine revient sur le tapis. Et ça, c'est très important. Il faut que vous notiez, si vous ne l'avez pas fait, que la semaine dernière, on fêtait le fait que le S&P 500, sa valorisation a dépassé les 20 000 milliards de dollars. Et oui, sauf que la dette US aussi a vu son plafond dépasser les 20 000 milliards de dollars cette semaine. Donc les Américains ont vraiment une dette qui est très importante. Ils ont remonté le plafond de la dette ces dernières années. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Là, de nouveau, on met sur la table le fait que les Américains sont très endettés et que ça pourrait être problématique. Donc gardez cela en tête parce qu'on en reparlera dans les semaines qui viennent. Enfin, dans une interview à Reuters, Donald Trump a réaffirmé sa détermination à réformer prioritairement le système de santé. Suite à cette déclaration, Johnson & Johnson a gagné 1,8% en clôture et Pfizer 1,4%. Le secteur des pharma a donc été soutenu, alors que Donald Trump dit qu'il va réformer le système de santé. Donc comprenez par là aussi quelque chose de très important. Quand c'était la campagne électorale aux États-Unis, Hillary Clinton voulait taper sur le prix des médicaments et ça faisait pression sur les sociétés du secteur. Puis quand Trump a été élu, les sociétés du secteur ont commencé à rebondir. Et là, il a lui-même dit, oui, mais non, les médicaments sont trop chers, je vais me battre contre ça. Et donc, depuis des semaines, on avait un secteur pharma aux États-Unis qui était resté sous pression. Là, pour la première fois, il y a peut-être une lueur au bout du tunnel pour les pharmaceutiques et biopharmaceutiques parce qu'effectivement, Donald Trump aimerait réformer le système, ce qui pourrait leur profiter potentiellement. Donc, ce sera également parmi les mesures de Trump à suivre dans les semaines à venir. Côté entreprise, plus forte hausse du jour sur le SBF 120, Ingenico plus 6. La société a abaissé ses objectifs 2020, mais les opérateurs semblaient avoir intégré cette mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Le titre monte alors que la news est mauvaise. Donc ça veut dire que les opérateurs sont toujours très confiants et que ça n'a en rien entaché leur confiance, au contraire. Ensuite, Vivendi a fait état d'une baisse de 33% de son bénéfice et de 1,2% de son chiffre d'affaires, en dessous des attentes. Donc forcément, le titre est sanctionné, c'est la plus forte baisse du CAC, moins 4%. Je
vous ai expliqué cette semaine que c'est pas parce que le bénéfice net pouvait augmenter de 10, 20, 50% que le titre devait monter. Le plus important, c'est le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires qui baisse, ça montre que y a moins d'activité et que la société se recroqueville un peu. Donc c'est important de noter et de comprendre surtout qu'une société peut vous publier un résultat net quadruplé. Si son chiffre d'affaires a baissé, c'est que c'est de la manipulation ou de l'amélioration comptable. Solvay, le chimiste, a publié un chiffre d'affaires annuel à 10,88 milliards, en repli de 4,7%. Donc là aussi, repli du chiffre d'affaires assez net. Le titre perdait 2%, c'était la deuxième plus forte baisse du CAC. Et puis troisième plus forte baisse du CAC, c'est Saint-Gobain, qui voit son chiffre d'affaires 2016 ressortir également en baisse et qui monte son dividende très légèrement de 1,24 à 1,26 euros. Vivendi, Solvay, Saint-Gobain, c'est 3 titres du CAC, 3 titres qui ont publié des chiffres d'affaires en recul, 3 titres qui sont sanctionnés. Et enfin, Eramet, notre valeur chouchou, notre valeur extrêmement volatile l'année dernière, dont on a beaucoup parlé, le spécialiste des matériaux de base avec ArcelorMittal, eh bien Eramet a fortement réduit sa perte nette part du groupe en 2016 de 714 millions à 179 millions. Et les opérateurs saluaient ça ce matin par une hausse de 5%. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir des petites hausses légères à 0,50, des baisses un peu plus prononcées à -1. C'est pour ça que le CAC 40 consolide un peu aujourd'hui sous les 4900 points. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y ait une forte volatilité de peur ou de stress sur ces marchés. Les 3 plus fortes baisses, c'est des résultats. Donc voilà, on ne peut pas parler d'un courant vendeur fort ce matin, simplement d'un marché qui consolide. Côté statistiques passées, les stocks de pétrole sont ressortis en hausse de seulement 0,6 millions de barils hier, alors qu'on attendait 3,4 millions de barils, ce qui a soutenu le pétrole WTI. Et ce jour, comme je vous l'ai expliqué, peu de statistiques. Indice des prix des consommateurs, donc les chiffres d'inflation au Canada à 14h30, à 16h. La statistique du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis, et puis les ventes de maisons neuves en plus. Voilà, donc vous avez... Les prochains rendez-vous pour vous sont 15h30 ouverture des marchés US, 15h15 le quart d'heure US avec moi-même et 16h les statistiques qui feront les derniers décalages sur le dollar et les indices avant le week-end. Voilà. Donc c'est la fin de cette émission. Gardez en tête que les indices américains sont très fortement haussiers, qu'on est en fin de semaine et qu'une petite respiration n'est pas inconcevable. Le DAX est haussier et revient gentiment vers support. Le CAC 40, lui, il est beaucoup plus neutre. Sur les matières premières, l'or est haussier, le pétrole se cherche, le cacao rebondit. Sur les devises, l'euro a rebondi 3 séances et arrive sous les 1,06, 1,06. 1,06, c'est une belle zone de résistance. Et il pourrait ne pas aller plus haut parce que je constate également que le dollar index approchait d'un support ce matin. Alors, on me demande de regarder Nokia. Pouvez-vous commenter Nokia? Est-ce que l'AT valide la cassure de résistance? Oui, Nokia avait une résistance datant du mois de décembre à 4,71 €. On est venu la casser en début de semaine. Pour la première fois lundi, en fait, on a clôturé pile poil dessus. Puis mardi, on a confirmé la cassure. Mercredi, jeudi, on a continué de monter. Donc pour l'instant, Nokia, vous regardez sur 15 jours, c'est des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. C'est une tendance haussière. Vous pouvez tracer une oblique qui passe par tous les plus bas. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, les acheteurs ont la main. On peut continuer de monter vers les résistances qui sont à 5 € seuil psychologique et 5,20 €. Et si et seulement si on casse l'oblique de support, pas de résistance mais de support, là ça changerait la donne et on pourrait assister à une consolidation. Georges, c'est noté. Ok, parfait. Ensuite, Manu me demande Nvidia. Nvidia, ça se confirme, hein, Manu. On avait dit qu'on avait un double top à 120 et que la ligne de coût était à 100 $. On a fait -9 hier, on est revenu sur la ligne de coût des 100 $ et on verra si ça casse dans les séances à venir. Mais en tous les cas, là, le scénario que je vous ai évoqué dès la semaine dernière commence à prendre des formes. On a une tendance haussière extrêmement forte sur plusieurs trimestres, des résultats qui ont été moins bons, des consensus qui changent et qui deviennent moins haussiers sur la valeur,
un double top à 120. On revient violemment sur le support des 100 $. Alors ne vendons pas trop vite la peau du taureau, mais si ça casse les 100 $, on valide un double top et l'objectif théorique, ce serait le report de la hauteur entre la ligne de coup et le top, donc entre 100 et 120 $, ça fait 20 $ que vous reportez à la baisse, ça donne 100 moins 20 $ égale 80 $. Alors Manu, vous dites pas encore de cassure du coup, non, pas encore. Brigitte dit le support du DAX, le support de DAX c'est 11 900, donc on est pile dessus. Brigitte, oui, on est pile dessus. Et enfin, dernière question pour Loïc sur Eurofin Scientifique. Alors Loïc, j'aime bien parce que vous ne me demandez pas si on arrive sur un support, une résistance, etc. Vous mettez ERF, point d'interrogation. Alors vous savez que ça m'aide pas beaucoup, hein, essayez de faire un petit effort. ERF c'est très simple, ça fait 3 mois qu'elle est dans une tendance haussière avec une oblique qui passe par tous les plus bas et là pour la première fois aujourd'hui elle est en train de la casser. Elle a un support dans la zone des 408 €. Si elle tient ce support, elle se mettra à l'horizontale et pourra créer un range entre 408 et 420. Si par contre on casse les 408, c'est qu'on passe d'une tendance haussière à neutre, puis qu'on sort d'un range par le bas, et là on pourrait avoir une correction un peu plus profonde sur ce titre. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Merci à tous pour vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas donc à m'en poser. Je vous répondrai aussi cet après-midi. Elle me dit, avez-vous vu l'accélération haussière à la hausse sur le Bund? Effectivement, j'ai vu qu'il était dans la zone des 165-166, me semble-t-il. Il a donc bien repris sa tendance haussière de moyen terme. On avait beaucoup parlé du Bund il y a quelques mois déjà, quand il était sur son oblique de soutien de moyen terme sur le seuil psychologique des 160. Il aura fini par tenir, il aura fini par relancer et à regagner 500 points. Donc beau parcours du Bund depuis le support qu'on avait identifié ensemble il y a quelques mois. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée, un bon appétit. J'espère vous retrouver cet après-midi pour le dernier point de la semaine. Et sinon, on se retrouve lundi pour la matinale. Au revoir à tous.